Il y a des hommes que le public adore et qui pourtant passent une partie de leur vie à se demander s'ils méritent vraiment l'amour qu'on leur donne. À 51 ans depuis le 11 novembre 2025, date de naissance oblige, Leonardo DiCaprio n'a plus rien à prouver au box-office. Mais il reste une zone intime, presque embarrassante, où il continue de se mesurer. Pas à un adversaire, à un miroir. Et ce miroir a longtemps eu un nom, Johnny Depp. La rivalité dont il est question ici n'a rien d'un duel public, rien d'un clash organisé. Elle est douce amère, justement, parce qu'elle ressemble davantage à une admiration qui pique. À cette sensation très hollywoodienne, celle d'être le nouveau visage, tout en se sachant en train de marcher sur les traces d'un autre. Depp, né en 1963, a déjà une aura de star atypique quand DiCaprio arrive. Un acteur qui refuse la ligne droite, qui préfère l'étrangeté, les risques, les angles morts. Et si DiCaprio parle maintenant, ce n'est pas pour régler des comptes, c'est parce qu'il est à l'âge des bilans. Ces derniers jours encore, il s'est montré étonnamment transparent sur ses regrets de carrière, sur ces carrefours où une décision vous définit autant qu'un succès. On le sent moins préoccupé par la performance que par la trace. Or, pour comprendre ce qui le travaille, il faut revenir au premier choc. What's Eating Gilbert Grape, 1993. Le film qui les réunit, Depp en tête d'affiche, DiCaprio dans un rôle secondaire, mais incandescent. DiCaprio n'a pas 20 ans, il a même 17 ans au moment où il se bat pour obtenir le rôle, au point d'hésiter avec un projet plus payant, plus facile, puis de s'accrocher à Gilbert Grape comme à une question de survie artistique. Sur ce tournage, il découvre aussi une vérité brutale. Être la star n'est pas une protection, c'est une responsabilité. Depp porte l'histoire. Il traverse des tensions créatives, des jours compliqués, mais reste professionnel, attentif aux autres, capable d'une douceur presque contradictoire avec son image. Et DiCaprio, lui, comprend qu'il peut tout tenter. Il le dira plus tard. Il n'y avait pas de règles, zéro. Il raconte même qu'avec ce cadre-là, il pouvait déborder parce que, au fond, Johnny devait faire avancer le récit. Alors la question n'est pas « se sont-ils détestés ?» La vraie question est plus dérangeante, plus humaine. Quand on a 17 ans et qu'on joue face à Johnny Depp, comment ne pas vouloir être à la hauteur, et un peu plus que ça? À partir de quel moment, l'admiration se transforme-t-elle en compétition silencieuse? Et si cette rivalité n'était pas entre deux hommes, mais à l'intérieur d'un seul, qui cherche sa place dans la légende? On reconnaît parfois une rencontre au silence qu'elle impose. Pas un silence vide, un silence qui oblige à se tenir droit, intérieurement, parce qu'on sait qu'on va être jugé sur quelque chose de plus profond que le talent. L'instinct. Leonardo DiCaprio arrive sur Gilbert Grape avec une énergie presque dangereuse. Il n'est pas encore Leonardo DiCaprio, le nom qui ouvre les portes. Il est un adolescent qui veut prouver qu'il n'est pas qu'un visage. Dans les couloirs de la production, on parle d'un jeune qui a du feu, du tempérament, mais aussi une impatience. Ce genre de mélange peut produire un miracle ou un désastre. En face, Johnny Depp a déjà cette posture particulière. Pas la star qui écrase, plutôt l'acteur qui observe, qui laisse venir. Sur un plateau, il n'a pas besoin de parler fort pour exister. Et c'est peut-être là que la rencontre commence vraiment, dans ce contraste. DiCaprio, l'urgence. Depp, la retenue. Le film se construit autour d'une famille coincée dans une petite ville, avec cette tendresse rude des histoires où l'amour n'a pas le luxe d'être simple. Depp incarne Gilbert, un jeune homme pris entre le poids des responsabilités et le désir, presque honteux, de partir. DiCaprio joue Arnie, le frère cadet en situation de handicap, un rôle fragile, exposé, où le moindre faux pas devient indécent. Et dès les premières répétitions, il se passe quelque chose. Le jeune acteur ne joue pas Arnie, il le traverse. Ce n'est pas une manière de faire joli pour la presse, c'est un choix viscéral. Et ce choix, il met tout le monde au défi, y compris Depp. Parce que lorsque votre partenaire s'abandonne autant, vous ne pouvez pas rester à la surface. Vous êtes contraint d'être vrai. La première fois qu'ils se parlent vraiment, ce n'est pas une conversation mondaine. Ce n'est pas un « enchanté, Johnny ». C'est une discussion de travail, ces échanges, où l'on teste l'autre sans le dire. DiCaprio cherche des repères. Depp, lui, n'offre pas un mode d'emploi. Il offre une permission. Une permission rare à Hollywood, celle d'essayer, de rater, de recommencer. Et c'est ici que naît cette rivalité douce amère dont DiCaprio parlera des années plus tard avec une forme de lucidité tranquille. Parce que sur ce tournage, il comprend deux choses à la fois
Et ces deux choses vont se heurter dans sa tête. D'abord, Depp n'est pas un obstacle, il est un modèle. Un acteur capable d'être la tête d'affiche tout en laissant de l'espace aux autres, comme s'il savait que la grandeur n'a pas besoin de domination. Ensuite, ce modèle est intimidant, pas parce qu'il est agressif, mais parce qu'il semble libre. Libre d'être bizarre, libre d'être fragile, libre de ne pas séduire à tout prix. Dans la mémoire de DiCaprio, ce moment précis revient souvent, celui où il réalise que la star n'est pas forcément celui qui parle le plus, ni celui qui occupe le cadre. La star, parfois, c'est celui qui tient le centre sans le revendiquer. Depp, sur Gilbert Grape, tient ce centre comme on tient une promesse, calmement, avec une discipline presque invisible. Alors, comment DiCaprio réagit-il ? Il pousse davantage, il met plus de chair, plus de nerfs, plus de risques. Et ce n'est pas une provocation, c'est une réponse. Comme si, face à cette liberté, il tentait de gagner sa propre liberté. On pourrait croire que cela crée un conflit, mais non. Cela crée une tension créative, une tension qui nourrit le film. Parce que Depp, loin de se sentir menacé, semble comprendre l'enjeu. Il ne cherche pas à reprendre la scène, il tient son rôle. Il laisse Arnie exister. Et dans ce geste-là, DiCaprio reçoit une leçon fondatrice. On peut être grand sans empêcher l'autre d'être brillant. Plus tard, quand DiCaprio parlera d'absence de règles sur ce tournage, on comprend que ce n'était pas une autorisation de faire n'importe quoi. C'était un cadre de confiance, un espace où l'on peut se tromper sans être humilié, où l'on peut tenter sans être puni. Et ce genre d'espace, pour un acteur de 17 ans, peut devenir une boussole. Mais cette boussole a un prix. Elle vous rend exigeant, avec les autres et avec vous-même. Alors quand ils se quittent à la fin du film, ce n'est pas une rupture, ni une amitié affichée. C'est quelque chose de plus subtil, un respect silencieux, et une question plantée dans la tête du plus jeune. Parce qu'en croisant Depp, DiCaprio ne rencontre pas seulement un partenaire. Il rencontre une manière d'être acteur. Et dès lors, comment revenir à l'innocence ? Comment ne pas vouloir à son tour cette liberté-là ? Et surtout, comment ne pas comparer toute une vie, son propre chemin à celui de l'homme qui lui a montré qu'on pouvait marcher hors des rails ? Il y a un moment dans la vie d'un acteur où la carrière cesse d'être un parcours et devient une image publique, un visage, un symbole. Et pour Leonardo DiCaprio comme pour Johnny Depp, les années de gloire n'ont pas seulement été une suite de succès, elles ont été une transformation, presque irréversible, de ce que le monde attendait d'eux. Pour DiCaprio, la bascule a un nom que tout le monde connaît, Titanic, 1997. Du jour au lendemain, il n'est plus simplement le jeune prodige repéré dans Gilbert Grape, il devient une icône planétaire, un phénomène culturel. Et ce que la foule applaudit, lui, il le subit parfois comme une invasion, le bruit, les attentes, le cliché du beau garçon, la cage dorée. Dans des entretiens plus récents, il a raconté que l'après-Titanic avait été un tournant qui l'avait obligé à se recentrer sur ses intentions d'acteur, précisément parce que la célébrité pouvait tout déformer. C'est là que la rivalité douce amère prend une forme nouvelle, non plus celle du plateau de 1993, mais celle d'une comparaison mentale. Car face à ce tsunami, DiCaprio observe Depp comme on observe une possibilité, celle d'un homme qui, malgré la célébrité, semble n'obéir qu'à sa propre logique. Johnny Depp, lui, s'est déjà construit une identité d'acteur hors cadre, notamment avec Tim Burton, où l'étrangeté n'est pas un risque, mais un langage. Il ne cherche pas à rassurer, il préfère dérouter. Et cette posture, à Hollywood, est une force. Dans les années 1990, Depp enchaîne les rôles à contre-courant, bâtissant une réputation d'acteur de caractère dans un corps de star. Il travaille, il expérimente, il se déplace dans des univers où le maquillage, la silhouette, l'accent deviennent des armes. Et quand arrive Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl, 2003, la surprise est totale. Le marginal devient mainstream, sans renoncer complètement à son étrangeté. Sa performance en Jack Sparrow est au cœur du phénomène, au point d'être reconnu jusqu'aux Oscars avec une nomination dans la catégorie meilleur acteur. DiCaprio, de son côté, fait presque le mouvement inverse. Il fuit le statut de star romantique pour retourner vers l'acteur. Il cherche des cinéastes, des rôles qui le contredisent, des histoires où il peut se salir, se casser, se recomposer. Il y a cette étape décisive, Martin Scorsese. À partir de Gangs of New York, 2002, puis The Aviator, 2004,
The Departed 2006, Shutter Island 2010, The Wolf of Wall Street 2013, DiCaprio se construit une colonne vertébrale artistique, film après film, comme s'il voulait prouver surtout à lui-même qu'il n'est pas un accident de jeunesse, mais une trajectoire. Et c'est ici que l'on comprend la nuance douce-amère, parce que, vu de l'extérieur, ils ont tout, la gloire, l'argent, les couvertures, l'obsession des fans, les salles pleines. Mais à l'intérieur, ils portent deux mythologies différentes. Depp incarne l'idée qu'on peut devenir un géant populaire en restant bizarre, insaisissable, presque indiscipliné. DiCaprio incarne l'idée qu'on peut survivre à l'hystérie mondiale en se disciplinant, en choisissant la rigueur, en s'alliant aux grands metteurs en scène, en transformant la célébrité en outil plutôt qu'en destin. Alors, rivalité ? Oui, mais comme un dialogue silencieux entre deux façons d'être au sommet. Et parfois, cette rivalité ressemble à une question intime. Qu'est-ce que le public aime vraiment chez moi ? Le visage ? Le mystère ? Le risque ? La performance ? DiCaprio sait qu'il a été idolâtré pour une image. Depp sait qu'il a été adoré pour une attitude. L'un lutte contre le cliché du prince, l'autre contre le cliché du pirate. Deux prisons, deux clés différentes. Pendant ces années-là, ils ne s'affrontent pas, ils ne se répondent pas publiquement. Ils avancent en parallèle, comme deux lignes de force de Hollywood, l'acteur auteur et l'acteur caméléon. Mais au fond, il reste le souvenir du premier film, du premier choc, de cette sensation que l'autre représente une possibilité que l'on n'a pas encore totalement conquise. Et c'est peut-être cela, la gloire. Non pas le moment où l'on est arrivé, mais celui où l'on comprend qu'on sera comparé pour toujours. Ce qui fissure une admiration, ce n'est pas la haine, c'est le temps. C'est l'écart qui s'installe, lentement, entre ce que l'on croyait être et ce que l'on devient. Pendant des années, la rivalité entre DiCaprio et Depp reste une histoire sans scène officielle. Pas de duel, pas de phrases assassines, pas de campagne de communication. Et pourtant quelque chose change, subtilement, presque invisiblement. Parce qu'à Hollywood, l'amertume n'a pas toujours besoin d'un conflit. Elle naît parfois d'une simple comparaison. Et cette comparaison, elle ne se fait pas devant les caméras. Elle se fait la nuit, dans la tête, quand on repense à ce qu'on voulait à 20 ans. DiCaprio, lui, construit une discipline. On le voit, film après film. Il choisit des metteurs en scène. Il s'accroche à des projets lourds, exigeants, parfois risqués, mais cadrés. Il protège son image comme on protège un outil de travail. Il parle, oui, mais avec prudence. Il apparaît, oui, mais rarement au hasard. Il donne l'impression d'avoir compris très tôt que la gloire peut dévorer un acteur vivant. Depp, au contraire, donne l'impression d'avoir choisi une autre logique. La liberté comme principe, même quand elle coûte cher. Une liberté qui ressemble parfois à une fuite. Une liberté qui fascine, puis inquiète. Mais alors, où est la fissure ? Elle apparaît dans les détails, dans l'air du temps, dans la manière dont la presse raconte leur histoire à leur place. Pendant que DiCaprio devient le visage d'un certain cinéma sérieux américain, Depp se retrouve souvent raconté comme une figure de débordement. L'artiste rock, l'icône imprévisible, l'homme dont la vie privée devient une partie du récit public. Or, quand la vie privée prend trop de place, le métier recule. Et quand le métier recule, l'acteur se retrouve jugé sur autre chose que le jeu. Pour DiCaprio, qui a toujours semblé craindre le piège de l'image, c'est un avertissement vivant. Pour Depp, qui a toujours semblé refuser l'idée d'être gérable, c'est une conséquence presque inévitable. Pourtant, c'est précisément là que naît une tension plus intime, plus cruelle. Parce que DiCaprio n'admire pas seulement Depp pour ce qu'il joue, il l'a admiré pour ce qu'il incarnait, la possibilité d'être libre sans se perdre. Or, à mesure que les années avancent, la question devient plus vertigineuse. Est-ce qu'on peut rester libre sans se brûler ? Et, dans cette question, il y a une forme de peur. Une peur qu'on ne dit pas, mais qu'on ressent. Si Depp, modèle de liberté, vacille, alors que vaut cette liberté ? Est-ce une promesse ou une illusion ? Ce soir-là, pas un. La crise ne commence pas quand tout s'écroule. Elle commence quand on n'arrive plus à expliquer, même à soi-même, pourquoi on se tait. Johnny Depp, pendant des années, a été une figure de cinéma autant qu'une silhouette de légende. Mais à partir d'un certain point, ce n'est plus son jeu qui occupe l'espace public, c'est sa vie, son couple, ses procès, son nom transformé en mots-clés, en camp, en bataille. Et quand une star devient un sujet de tribunal permanent, quelque chose se brise.
La frontière entre l'homme et le personnage disparaît. En 2022, l'affaire Depp Heard atteint un niveau de visibilité rarement vu. Un procès en diffamation, diffusé, commenté, disséqué, où chaque détail devient un spectacle, chaque témoin une scène, chaque silence une interprétation. Le jury le reconnaît diffamé sur les 3 chefs principaux liés à la tribune de 2018. Il obtient des dommages-intérêts importants, réduits en partie par la loi de Virginie, tandis qu'Amber Heard remporte aussi un volet de sa contre-plainte. En décembre 2022, un accord met fin aux appels. $1 million est versé, via l'assurance, et les 2 parties annoncent vouloir clore ce cycle. Mais alors, même quand un dossier se ferme juridiquement, il ne se ferme pas émotionnellement. Pour Depp, la crise n'est pas seulement d'avoir gagné ou d'avoir perdu. La crise, c'est d'avoir été réduit à un récit unique, imposé. C'est d'être devenu, malgré lui, le symbole d'une guerre culturelle, là où lui s'était toujours rêvé comme un acteur libre, un artisan de métamorphose. Et cette tension est insupportable. Comment continuer à jouer quand le monde ne vous regarde plus jouer, mais se regarde vous juger? Pour le cinéma aussi, c'est une rupture. Certains partenaires s'éloignent, des projets se figent, des décisions se prennent dans le non-dit. Et puis il y a cette tentative de retour prudente, européenne, presque latérale. Jeanne du Barry, film d'époque français, ouvre Cannes 2023. Un choix hautement symbolique, parce qu'il replace Depp dans un cadre artistique plutôt que dans un ring médiatique. Ensuite, il passe derrière la caméra. Maudit, 3 Days on the Wing of Madness, un projet de réalisation présenté à Saint-Sébastien en 2024. Comme si, après la tempête, il cherchait un endroit où l'on parle de cinéma, sans exiger une confession. Et Leonardo DiCaprio dans tout ça, lui aussi connaît les étiquettes, l'obsession publique, les commentaires qui dépassent le travail. Mais il traverse cette période avec une stratégie presque inverse, raréfiée, contrôlée, recentrée. À 51 ans, il donne davantage d'entretiens de bilan, parle de regrets créatifs, comme ce rôle de Boogie Nights qu'il a laissé passer, et assume l'idée que certaines décisions vous hantent plus que vos succès. Et forcément, quand il observe Depp, il n'observe pas un scandale, il observe un avertissement. Pour DiCaprio, Depp a longtemps incarné la liberté. Or voilà que cette liberté se paie au prix fort. L'exposition totale, la polarisation, la dévoration du privé. Pourtant, c'est précisément là que la rivalité devient amère. Parce qu'une partie de DiCaprio a peut-être envié cette capacité à vivre sans plan, à brûler les lignes, à accepter le chaos comme carburant. Mais quand le chaos devient un procès, quand l'image publique prend le pouvoir sur l'œuvre, l'envie se transforme en vertige. Ce soir-là, au sens figuré, pas besoin d'une date. DiCaprio comprend quelque chose de glaçant. À Hollywood, on ne vous demande pas seulement d'être bon, on vous demande d'être lisible. Depp, lui, a toujours refusé d'être lisible. Et le monde, parfois, punit ce refus. Alors la rupture n'est pas entre eux. Elle est dans la projection intérieure. DiCaprio se dit, si même Depp, maître de l'insaisissable, peut être ramené à une seule histoire, alors personne n'est à l'abri. Et c'est là que le silence devient lourd. Parce qu'à force de protéger son image, DiCaprio se protège peut-être aussi d'une part de lui-même, celle qui aurait voulu être plus sauvage, plus imprévisible. Cette part-là, il la reconnaît chez Depp, il l'admire, il la craint, il la tient à distance. La crise, finalement, n'est pas seulement judiciaire ou médiatique. C'est une crise d'identité artistique. Être acteur, est-ce encore jouer ou est-ce survivre à ce que les autres racontent de vous? Après une tempête, on ne reconnaît pas un homme à ce qu'il déclare, mais à ce qu'il accepte de refaire, lentement, sans applaudissements. Pour Johnny Depp, l'après n'a pas la forme d'un triomphe. Il ressemble plutôt à une reconquête, celle d'un territoire intime, d'un rythme, d'un métier qui avait été recouvert par le bruit. Dans des entretiens donnés en 2025, il décrit l'épreuve comme une traversée où il a dû s'exposer jusqu'à l'os. « Semi-eviscerate myself », dit-il, conscient qu'en choisissant le procès public, il choisissait aussi une forme de sacrifice. Il parle de lui comme d'un crash-test demi du mouvement MeToo, une formule brutale qui dit moins une posture qu'une sensation, celle d'avoir encaissé l'impact et d'en porter encore les vibrations. Mais alors, comment vit-on après avoir été réduit à une affaire, à une opinion, à une fracture sociale? Depp semble chercher des lieux où l'on ne lui demande pas de rejouer sa vie. Il y a ce retour par la porte du cinéma européen avec Jeanne du Barry en 2023, un film français,
une langue, un cadre d'époque comme un costume qui ne serait pas seulement un rôle, mais un bouclier. Et puis il y a le geste le plus révélateur, passer derrière la caméra. Maudit, 3 Days on the Wing of Madness, projet de réalisation, présenté en 2024 à Saint-Sébastien, puis diffusé dans différents festivals, signale une volonté claire. Ne plus être uniquement l'objet que l'on observe, redevenir celui qui organise le regard. Même la trajectoire de sortie du film en Amérique du Nord, une diffusion limitée annoncée pour novembre 2025, donne l'impression d'un retour contrôlé, à faible bruit, presque anti-spectaculaire. Pourtant, l'après n'est pas une ligne droite. L'après, c'est l'art de vivre avec des ruines visibles. On peut reprendre le travail, choisir un plateau, sourire à une première, et sentir malgré tout ce poids, celui de savoir que certains ne verront jamais plus l'acteur, seulement le dossier. C'est la partie la plus dure. Continuer à créer quand la création ne suffit plus à vous définir. À l'autre bout de cette histoire, Leonardo DiCaprio traverse lui aussi un après, mais d'une nature différente. Non pas l'après d'un procès, mais l'après d'une carrière devenue monument. En 2025, avec One Battle After Another de Paul Thomas Anderson, DiCaprio revient au centre du jeu, une œuvre longue, ambitieuse, politiquement chargée, où il incarne un homme rattrapé par son passé et par le monde. Dans la presse, il parle de polarité, d'extrémisme, et dit que le film « Hold the Mirror Up to Our Society », un miroir tendu au public, mais aussi, à mots couverts, un miroir tendu à lui-même. Comment jouer aujourd'hui quand chaque geste est interprété comme un signal? Et c'est ici que son après devient fascinant. DiCaprio ne cherche pas à se réinventer en scandale, il se réinvente en lucidité. Il parle de regret notamment d'avoir refusé Boogie Nights, un aveu rare chez un acteur de sa stature, comme si le bilan, à 51 ans, prenait le pas sur la posture. Il accepte l'idée qu'une carrière n'est pas seulement faite de victoires, mais de bifurcation. Qu'un choix, un non, peut vous poursuivre plus longtemps qu'une standing ovation. Mais alors, que se passe-t-il intérieurement quand DiCaprio regarde Depp après la tempête? Il ne le regarde plus comme le modèle libre de ses 17 ans. Il le regarde comme une hypothèse de destin, comme la preuve que l'insaisissable a un coût. Et, à l'inverse, Depp peut regarder DiCaprio comme une preuve que la maîtrise a un prix aussi, celui de devoir se tenir à une distance permanente de soi-même, de ses impulsions, de ses débordements. Ce qu'ils vivent, chacun, après la tempête, c'est une même question sous deux formes différentes. Pour Depp, comment redevenir artiste quand l'histoire publique a colonisé l'homme? Pour DiCaprio, comment rester vivant dans son art quand l'image de l'acteur sérieux devient elle aussi une cage? Et c'est là précisément que la rivalité douce amère se transforme en quelque chose de plus intime, non plus une comparaison de carrière, mais une comparaison de survie. Il arrive un âge où l'on ne peut plus se raconter la même histoire sans sentir qu'elle sonne faux. À 51 ans, Leonardo DiCaprio n'est pas en train de chercher une nouvelle image. Il cherche autre chose, une vérité personnelle qui ne sert pas le marketing, qui ne sert même pas le récit héroïque d'une carrière. Une vérité qui blesse un peu, parce qu'elle vous oblige à regarder ce que vous avez toujours évité. Ce qu'il révèle, ce n'est pas un scandale, c'est une mécanique intérieure. Pendant des décennies, DiCaprio a été perçu comme l'acteur stratège, les grands cinéastes, les rôles exigeants, la trajectoire maîtrisée. On pourrait croire que tout cela venait d'une confiance absolue. Mais quand il commence à parler de ses regrets avec une simplicité presque désarmante, « My biggest regret is not doing Boogie Nights », on comprend que le contrôle est parfois une défense, une manière de ne pas se perdre. Et c'est là que Johnny Depp réapparaît. Pas comme un rival officiel, mais comme une ombre dans le miroir. DiCaprio ne dit pas « je l'ai combattu ». Il laisse entendre « je me suis mesuré à ce qu'il représentait ». Depp, dans l'imaginaire hollywoodien, a longtemps incarné une liberté presque insolente. Celle d'un acteur qui peut bifurquer, disparaître, revenir, se transformer et garder malgré tout son mystère. Or, ce mystère n'est pas seulement esthétique, c'est une façon d'exister, ne pas être totalement possédé par le regard des autres. Et DiCaprio, lui, a grandi dans l'inverse, être dévoré très tôt par le regard du monde, puis apprendre à le contenir, à le dompter. Voilà la révélation. Sa rivalité avec Depp n'est pas une jalousie d'homme à homme, c'est une lutte entre deux tentations. D'un côté, la tentation Depp, l'instinct, le risque, le pas de côté. De l'autre, la tentation DiCaprio, la construction, la maîtrise, la ligne tenue. Et au cœur de tout cela,
il y a un souvenir plus ancien, presque fondateur. Dans une interview, DiCaprio parle du tournage où il a compris ce que la liberté pouvait être sur un plateau. No rules, zero. 3 mots, mais 3 mots qui disent tout. L'autorisation d'aller trop loin, l'autorisation d'être brut, l'autorisation d'être vivant. La révélation, c'est qu'il a gardé cette sensation comme un idéal, tout en s'en éloignant par prudence. Alors il le formule aujourd'hui autrement. Pas comme un reproche à Depp, pas comme une leçon, plutôt comme une confession. Il y a eu dans sa vie une période où il a confondu sécurité et vérité, où il a cru qu'une carrière devait être solide pour être respectable. Et en secret, il a envié ceux qui semblaient pouvoir brûler les étapes, briser la forme, accepter le désordre. Mais alors, pourquoi briser le silence maintenant? Parce qu'à 51 ans, il voit le coup des 2 chemins, le coup du chaos et le coup du contrôle. Depp, de son côté, a fini par dire publiquement ce que ce coup peut prendre comme visage, se décrire comme un crash test dummy for MeToo, raconter qu'il a dû semi-eviscerate myself pour reprendre la main sur une histoire qui le dépassait. Ces mots sont durs, ils ne sont pas cinématographiques, ils sont humains, et ils rendent une chose impossible, continuer à parler des rivalités comme si elles étaient des jeux. C'est là que la rivalité douce-amère change de nature. DiCaprio comprend, et il le laisse entendre à travers ses aveux de regret, sa façon de regarder en arrière qu'il n'a jamais voulu être Depp. Il a voulu être l'acteur qui n'aurait pas peur d'une part de Depp en lui, cette part indisciplinée, impulsive, risquée, cette part qui n'obéit pas au calcul. Et il révèle finalement ceci. On peut passer une vie à chercher la reconnaissance, et découvrir trop tard que la vraie bataille n'était pas contre les autres, mais contre ce qu'on s'interdit. Alors, à 51 ans, il ne parle pas pour gagner, il parle pour réconcilier. Réconcilier la rigueur et l'instinct, réconcilier le garçon qui avait 0 règle sur un plateau et l'homme qui a construit une carrière comme un rempart. Et dans cette révélation, il y a une forme de respect profond pour Depp, non pas malgré la tempête, mais à cause d'elle. Parce qu'il faut un certain courage pour rester debout quand on a été réduit à un récit, quand on a été disséqué, caricaturé, instrumentalisé. La rivalité, au fond, se dissout dans une phrase implicite. Je ne me compare plus à toi pour te dépasser, je me compare à toi pour comprendre ce que je suis. On finit toujours par comprendre que les rivalités les plus puissantes ne laissent aucune trace visible. Elles ne s'annoncent pas, elles ne se proclament pas. Elles vivent dans la manière dont on choisit un rôle, dont on refuse un film, dont on tient son visage quand on vous pose une question trop intime. Elles vivent dans ce qu'on ne dit pas. À 51 ans, Leonardo DiCaprio n'a pas réglé une histoire avec Johnny Depp. Il a plutôt déplacé le centre de gravité. Il a fait ce que font parfois les hommes arrivés au bout d'un long couloir. Ils se retournent et ils réalisent que la porte qu'ils cherchaient à ouvrir n'était pas à l'extérieur, mais à l'intérieur d'eux-mêmes. Ce qui reste, quand on enlève les gros titres, c'est une trajectoire parallèle, presque tragiquement complémentaire. Johnny Depp a longtemps été l'incarnation d'une liberté sans mode d'emploi. Une liberté qui séduit parce qu'elle semble naturelle, instinctive, comme une respiration. Mais cette liberté, on l'a vu, peut devenir une exposition totale. Un monde qui vous regarde non plus pour ce que vous jouez, mais pour ce que vous représentez. Et quand la représentation prend le pouvoir, l'acteur se retrouve face à une question brutale. Qui suis-je si je ne suis plus maître du récit? Leonardo DiCaprio, lui, a choisi l'autre route, la maîtrise comme méthode. Il a appris à survivre à l'hystérie mondiale, à cadrer sa légende, à privilégier la solidité. Il s'est construit une réputation de rigueur, de choix calculés, de collaboration exigeante. Mais la maîtrise aussi a un prix. Elle peut devenir une armure. Et une armure, à force de protéger, finit parfois par empêcher de respirer. Alors, que dit réellement cette rivalité douce-amère? Elle dit ceci. 2 hommes peuvent poursuivre la même chose, le respect, la vérité artistique, la trace, et emprunter 2 chemins qui se jugent en silence. L'un regarde l'autre et se dit « tu es libre ». L'autre regarde le premier et se dit « tu es stable ». Et au fond, chacun soupçonne que l'autre possède ce qui lui manque. Mais il y a aussi autre chose, plus intime encore, une forme de maturité. DiCaprio n'a jamais eu besoin d'un scandale pour exister. Depp n'a jamais eu besoin d'être sage pour être aimé. Ils ont été, chacun à leur manière, pris dans les attentes du monde. Et le monde adore les histoires simples.
Le génie torturé d'un côté, le perfectionniste de l'autre. Ce sont des costumes sociaux. Or, aucun costume social ne suffit à un être humain. Ce qui frappe aujourd'hui, c'est la manière dont ces deux figures semblent chercher la même sortie, la sortie du bruit. Depp en reprenant la main par le travail, en passant derrière la caméra, en choisissant des cadres où l'on parle cinéma plutôt que tribunal. DiCaprio en parlant plus ouvertement des regrets, en acceptant l'idée qu'une carrière n'est pas une ligne parfaite, mais une série de choix imparfaits, assumés. Et c'est là que l'épilogue devient presque doux. Parce que la rivalité n'est plus un combat. Elle devient un outil de compréhension. Une manière de dire « je t'ai regardé pour me définir ». Et cela, au fond, n'est pas de l'envie. C'est une forme de reconnaissance. Reconnaissance de ce qu'un autre a déclenché en vous. Reconnaissance de l'époque où, à 17 ans, vous arriviez sur un plateau avec des tremblements intérieurs et vous croisiez quelqu'un qui vous montrait qu'on peut être star sans écraser. Reconnaissance du fait qu'une rencontre peut vous accompagner toute une vie, même si vous ne vous revoyez presque jamais. Alors, que reste-t-il quand on ferme le dossier, quand on éteint les micros, quand on cesse de comparer les filmographies comme on compare des palmarès? Il reste une sensation, presque simple, celle d'avoir grandi. Et peut-être une conclusion que DiCaprio ne formule pas directement, mais que l'on entend entre les lignes. La vraie rivalité n'était pas avec Johnny Depp. La vraie rivalité, c'était avec l'idée qu'il se faisait de lui-même. Une idée de perfection, de contrôle, de carrière exemplaire. Et cette idée, à 51 ans, il la regarde enfin autrement. Non comme une obligation, mais comme un choix parmi d'autres. Il se permet d'admettre que la vie ne se résume pas aux rôles acceptés, mais aux risques qu'on a osé ou non prendre. Dans cette histoire, personne n'a gagné. Et c'est précisément pour cela qu'elle sonne vraie. Et sur la table, il reste une photo. Le temps, lui, ne dit plus rien.